Quand on végétalise notre assiette, on se rend compte qu'on coche un peu toutes les cases. On peut améliorer la santé publique, la santé environnementale, la santé animale et la justice sociale. On mange beaucoup plus de viande qu'il y a 50 ans. On a multiplié à peu près par 5 notre consommation d'un point de vue cardiaque, d'un point de vue musculaire, mais aussi d'un point de vue osseux. Ça pose beaucoup de problèmes. Le premier intersyndical sur la viande en France consacre par an 30 millions pour la communication. Modifier une chose qui a l'air comme ça assez anodine, c'est le pain. Le risque, c'est d'avoir du fer en excès qui cause aussi des problèmes dans le corps, notamment pour ses propriétés oxydantes. Notre corps, il peut être amené à limiter l'absorption du fer. Et ça, c'est délétère. Le fer dans les épinards, il n'y en a pas tant que ça en vrai. Un mythe qui reste encore assez ancré, ça serait de dire qu'il faut mélanger les légumineuses avec les céréales, comme ça on obtiendrait ce qu'on appelle une protéine complète. Quelque part, ce qu'on mange finit par faire partie de nous. Une des grosses problématiques de notre époque, c'est 80% d'entre vous ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Avez-vous peur de l'engagement ? Avez-vous une autre chaîne préférée de santé que la nôtre ? Plus sérieusement, abonnez-vous. Raph et moi, on se donne à 100% pour vous inviter les meilleurs experts et vous donner le meilleur contenu possible. Alors abonnez-vous pour nous donner une meilleure visibilité et pour donner encore plus envie aux experts de venir sur notre chaîne. Merci encore, c'est parti pour l'interview. Un nouveau rapport d'expertise vient de sortir. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation a analysé plus de 130 études pour ensuite créer un rapport d'expertise collective. Il y a plus de 27 spécialistes mobilisés et la conclusion de cette expertise est très surprenante. Ils ont mis en évidence une habitude alimentaire qui peut réduire les 3 risques de maladies majeures: l'hypertension artérielle, le diabète et les cancers. Et il y a aujourd'hui un consensus qui existe et c'est Dr Demange qui va nous décrypter tout cela. Je te laisse te présenter. Bonjour, donc je suis le docteur Demange, je suis médecin, spécialiste en médecine générale. J'ai également un master de santé publique et j'ai eu l'opportunité de faire mon stage de master auprès de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle à l'université Sorbonne Nord. Et effectivement, j'ai orienté, on va dire, certains diplômes universitaires autour de la lecture critique d'articles et de la végétalisation de l'alimentation. On parle effectivement de ce rapport très important qui est sorti en France, alors dont les conclusions sont finalement moins surprenantes que quand on étudie un petit peu ce domaine-là. On sait par exemple que les États-Unis préconisent une alimentation végétarienne parmi les 3 modes d'alimentation considérés comme étant sains. Donc on avait déjà quand même des éléments qui allaient dans cette direction, mais on est très content de voir ce rapport enfin sortir avec toute l'expertise qu'il y a effectivement derrière. Et donc c'est quoi ce consensus ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, est-ce que c'est le fait qu'on ne végétalise pas assez notre assiette ? Alors il y a 2 points un petit peu différents. Il y a effectivement le premier point qui est clairement, mais ça c'est les recommandations de santé publique depuis maintenant beaucoup d'années, qui sont de végétaliser notre alimentation. Si on reprend le dernier PNNS, ce qu'on voit marqué noir sur blanc très clairement, c'est limiter les apports en viande rouge et en charcuterie et d'augmenter nos apports en légumineuses, fruits et légumes. Donc tout ça, on le sait. Il faut pour notre santé végétaliser notre alimentation. La deuxième chose effectivement où il commence à y avoir un consensus international et où la France n'avait pas encore vraiment émis un avis sur cette question-là, c'est est-ce qu'on peut être d'abord végétarien et végétalien et être en bonne santé ? A priori, la réponse est oui. C'est une vraie question. C'est une vraie question et qui est tout à fait légitime. Je veux dire, encore une fois, tout changement alimentaire, toute alimentation qui peut être un peu différente de ce qu'on voit habituellement nous interroge pour plein de raisons, parce que ça fait partie de notre identité, notre alimentation. Donc c'était déjà la première question et en fait là on se rend compte que non seulement on peut avoir une alimentation végétarienne ou végétalienne qui soit saine, mais en plus avec des bénéfices sur la santé, et notamment, comme vous l'avez rappelé, sur des axes majeurs, comme les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et des cancers. Donc, que disent les études donc, sur la végétalisation de notre assiette ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme données ? Qu'est-ce que ça peut permettre d'améliorer en termes de santé, que ce soit collective ou individuelle ? Alors, ce qu'on observe, alors déjà il y a plusieurs points, effectivement, quand on parle de la santé. Moi, je sais que j'aime bien rappeler en fait le concept d'une seule santé qui a été développé par l'OMS au début des années 2000 et qui rappelle en fait que notre santé est une interconnexion entre la santé publique, la santé environnementale et la santé animale. Et on rajoute de plus en plus aussi la justice sociale. On se rend compte que de lutter contre les inégalités sociales, c'est aussi un point très important dans la santé. Et en fait, quand on végétalise notre assiette, on se rend compte qu'on coche un peu toutes les cases. C'est-à-dire on peut améliorer la santé publique, la santé environnementale, la santé animale et la justice sociale. Donc vraiment, c'est une manière en fait d'aller vers une meilleure santé
global. On ne peut pas être en bonne santé si notre planète est en mauvaise santé. Et ça, C'est très l'idée un peu derrière, effectivement. Et donc, un des points qui est assez important et qui est mis en avant dans ce rapport, c'est le fait qu'on ne mange pas assez de fibres. Qu'est-ce que c'est que ces fibres ? Alors les fibres, effectivement, déjà on n'en trouve pas dans les produits animaux. C'est constitué uniquement dans les produits végétaux. Et en fait, c'est une partie de l'alimentation qu'on va pas digérer, qu'on va digérer, mais qu'on va pas absorber, et qui va en fait participer à une meilleure santé, on va dire, de nos intestins, à un meilleur microbiote. Et du coup permettre aussi une meilleure santé. On voit que ça a un impact notamment sur le diabète de type 2, un meilleur équilibre, une meilleure prévention primaire, ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire on est moins de risque de tomber malade, mais aussi en prévention secondaire, c'est-à-dire avec des meilleurs équilibres au niveau de notre diabète quand on a plus de fibres dans notre alimentation. Donc autrement dit, il va y avoir aussi un effet sur le risque de résistance à l'insuline, et ça c'est très important. Et c'est notamment ce que dit l'ANSES. L'ANSES, donc faut le rappeler aussi, c'est une entité publique et indépendante, c'est aussi, je pense, capital de le rappeler. Et ce rapport aussi va conclure que ce régime-là va être associé à un risque plus faible de cancer, toute localisation confondue. Donc c'est très important aussi à retenir. La végétalisation de l'alimentation va aussi diminuer l'inflammation chronique. Qu'est-ce que c'est que l'inflammation chronique ? Alors c'est une entité qui est un petit peu difficile des fois à appréhender parce qu'on a beaucoup d'avis reçus. Et puis beaucoup de gens en parlent sans savoir clairement ce qu'on met derrière. L'inflammation chronique, c'est en fait effectivement un état de notre corps qui réagit, notamment notre alimentation, en produisant ce qu'on appelle certaines interleukines, certaines protéines inflammatoires. Et cet état-là va on va dire diminuer en fait le bon fonctionnement de notre corps, va entraver le bon fonctionnement de notre corps. Et du coup, effectivement, on s'est rendu compte qu'en végétalisant l'alimentation, notamment sur deux aspects. Le premier, c'est qu'on a plus ce qu'on appelle d'antioxydants. On sait que dans les fruits et légumes notamment, on a plus de vitamines et que tout ça va diminuer effectivement l'inflammation du corps. Et l'autre point, c'est aussi sur l'apport en fer héminique. Alors souvent, on parle du fer héminique, donc ce qui est ce fer contenu dans l'hémoglobine, qui est mieux absorbé, ça c'est vrai, mais qui par contre expose effectivement à une augmentation de l'inflammation. Et ça pose d'autres problèmes. Alors, je vais revenir, je vais essayer de clarifier pour moi-même comprendre. C'est-à-dire que, on va dire qu'il y a des pompiers dans le corps. S'il y a de l'inflammation, les légumes et les fruits vont venir un petit peu éteindre ce petit feu. Donc, c'est le produit, c'est le système un peu anti-inflammatoire du corps. Et il y a un deuxième système, ça va être ce stress oxydatif, c'est ce que tu me parles, sur lequel il faut lutter. Et ça, au niveau du fer, j'ai pas très bien compris. C'est-à-dire que il y a le fait que on a besoin de manger du fer. C'est quoi, le fer nous rend plus forts? Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, le fer, effectivement, c'est un minéral qui est très important dans notre corps, qui sert notamment à la production des globules rouges, donc ensuite à transporter l'oxygène et à transporter le gaz carbonique. Il a aussi plein de fonctions au niveau enzymatique, le fer. Il a des fonctions très, très importantes dans notre corps. Il est vraiment important partout, donc c'est vraiment un minéral qu'on surveille de près. Et une des peurs qu'on a eues pendant longtemps, c'était de se dire effectivement, on a à la fois une contrainte qui est de végétaliser notre alimentation parce que c'est meilleur pour la santé publique, c'est meilleur pour la santé animale, meilleur pour l'environnement, meilleur pour la justice sociale. Donc ça, on l'a déjà bien dit. Et le problème, c'est que est-ce qu'en diminuant ce fer qui est mieux absorbé, est-ce qu'on va pas finir par être carencé en fer? Et en fait, les premières études en plus nous montraient que les personnes qui étaient végétariennes avaient effectivement, alors pour mesurer la réserve en fer, on mesure ce qu'on appelle la ferritine. Et ce qu'on constatait dans les études, c'était que les personnes effectivement avec une alimentation végétarienne, par exemple, avaient des taux de ferritine plus inférieurs aux personnes qui consommaient de la viande. Donc on s'est dit, effectivement, on va finir à un moment donné par avoir des problèmes. Et en fait, ce qu'on a aussi ce qu'on connaît bien sur la ferritine, c'est qu'elle augmente en cas d'inflammation. D'accord. Donc elle augmente le taux mesuré en cas d'inflammation. C'est ça. Alors, en cas d'inflammation, et aussi, il y a aussi un lien avec les adipocytes. C'est là où on rejoint aussi au niveau de l'inflammation. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, quand on a un peu trop de cellules graisseuse, alors qu'on reflète par l'IMC, même si on sait que l'IMC, c'est pas... D'accord. Donc, pour clarifier, tu disais adipocytes, ça veut dire c'est les cellules graisseuses qui vont provoquer
un changement un petit peu hormonal et qui va, enfin, ces hormones-là vont provoquer une inflammation chronique de bas grade qui va jouer sur l'ensemble du corps. C'est ça que tu voulais dire ? C'est ça, en fait, effectivement. Donc ces cellules-là, ça crée des réactions qui augmentent un petit peu l'inflammation, très légèrement, mais suffisamment en fait pour que ça augmente la ferritine, qui augmente aussi en cas d'inflammation. Et du coup, en fait, quand on a fait des études en se disant, du coup, on va ajuster ou on va enlever les personnes qui ont un syndrome inflammatoire ou qui ont un IMC supérieur à 25, et là, on se rend compte en fait que les taux de ferritine sont identiques. Il n'y a plus de différence en fait qui soit significatif au niveau statistique. D'accord. Parce que moi, si je reprends ce que j'ai appris encore une fois dans n'importe quoi, mon diplôme universitaire en nutrition, c'est que le fer non héminique, donc ce qu'on va retrouver dans les épinards, c'est du fer qui va être très peu absorbé dans le corps et qui va pas faire monter notre taux de ferritine. Et que, entre guillemets, le bon fer, c'est plutôt celui que on va retrouver dans la viande qui va être utile. Est-ce que tu peux nous décrypter ce mythe-là pour que notre audience comprenne ? Alors, le premier mythe, c'est le fer dans les épinards. Il n'y en a pas tant que ça, en vrai. Ça, c'est le premier mythe. Mais on en trouve beaucoup, effectivement, dans les légumineuses. Voilà. On en trouve dans le monde végétal. Mais ce fer, il est dit libre. Et en fait, ce fer libre, il a tout un mécanisme d'absorption qui peut être des fois mis en défaut. C'est-à-dire, on l'absorbe effectivement moins bien que le fer héminique qui, lui, est lié donc à l'hémoglobine. Et là, lui, il a en fait un moyen d'être absorbé qui est différent et qui est moins gêné par d'autres choses, où l'absorption est plus fixe entre guillemets, même s'il y a des variations. Il faut savoir que notre corps, il peut être amené à limiter l'absorption du fer. Il faut savoir que le fer, il fonctionne un petit peu entre guillemets en circuit fermé dans notre corps. C'est-à-dire, on a du fer dans notre corps, il sert pour les globules rouges. Quand les globules rouges meurent, les macrophages viennent récupérer le fer des globules rouges et le fer est remis en circulation. Donc finalement, on a besoin en fait de très peu de fer parce que un peu un circuit fermé, c'est pour renouveler en fait les pertes cellulaires, qu'elles soient intestinales. Un moyen très économe, c'est-à-dire que le fer qui est perdu et qui est plus utile, on vient le recycler et on vient le réutiliser. On vient le réutiliser. Donc en fait, on a des besoins qui sont assez faibles en temps normal. Je reviendrai sur un autre moment de la vie, on va dire. Et en fait, le corps du coup, dès que la ferritine monte, notamment, il empêche l'absorption du fer. Il indique aux cellules intestinales, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Pas besoin d'en absorber plus parce que le risque effectivement c'est d'avoir du fer en excès qui cause aussi des problèmes dans le corps, notamment pour ses propriétés oxydantes. Du coup en fait il régule très très bien le fer donc libre, non héminique, et il régule beaucoup moins bien le fer héminique, ce qui peut d'ailleurs des fois amener à avoir justement trop de fer dans l'organisme. Et ça c'est délétère. Pareil, trop de fer, on sait, ça pose plein d'autres problèmes. Et du coup, en fait, cette régulation-là, elle permet d'absorber ce dont on a besoin. Et c'est pour ça que ce fer non héminique, quand on a suffisamment de fer dans l'organisme, il est absorbé à quelques pourcents. C'est-à-dire vraiment. Et ça suffit. Et en fait, dès que notre ferritine diminue, ça augmente notre capacité à absorber du fer. Et à ce moment-là, on peut l'absorber jusqu'à 20%. D'accord. Et en sachant que le fer héminique, pareil, c'est des fourchettes. On estime généralement entre 15 et 30% l'absorption du fer héminique. Donc, on est à peu près dans les... Est-ce qu'on peut faire le raccourci fer héminique, ça va être plutôt dans les végétaux, fer non héminique, dans les produits animaux ? L'inverse. Pardon. Oui, l'inverse. Donc, le fer héminique, effectivement, donc, est présent exclusivement dans les produits animaux. Voilà. Parce qu'il doit être lié au sang. Voilà. Tandis que le fer non héminique, il y en a à la fois un peu dans les produits animaux, mais il y en a beaucoup plus dans les végétaux. D'accord, parfait. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de notre microbiote quand on mange beaucoup plus de fruits et de légumes ? Et bien justement, alors quand on mange beaucoup plus de fruits et légumes, on apporte un peu, entre guillemets, de la nourriture à notre microbiote, ce qu'on appelle les probiotiques et les prébiotiques. Les probiotiques, souvent, on parle plutôt des bactéries et autres, et les prébiotiques, c'est plutôt ce qui va venir être métabolisé par notre microbiote. Et en fait, on observe... Alors, on a encore plein de choses à découvrir sur le microbiote. Hein, soyons déjà clairs là-dessus. Oui, c'est ça. Il reste encore beaucoup de choses. On entend aussi beaucoup de choses sur le microbiote. Restons prudents. Mais dans les choses qu'on a quand même commencé à caractériser, c'est effectivement des changements justement dans les familles de bactéries qui étaient dans nos intestins, avec plutôt des bactéries dites bonnes, et moins inflammatoires quand on a plus de fibres, et plutôt des bactéries plus dites pathogènes quand on manque de fibres.
Je suis monsieur tout le monde, je mange un peu de tout, je suis omnivore, mais je me dis, putain, cette vidéo, elle m'intéresse, il me dit que c'est meilleur pour ma santé, docteur de mange, donc je vais m'y mettre. Quel petit conseil tu peux dire à cette personne-là pour commencer à un peu plus végétaliser son assiette ? Alors, de manière étonnante, je dirais, parce que souvent, quand on me pose la question, on s'attend à ce que il faut commencer par diminuer la viande et puis remplacer par d'autres choses. Et en fait, pas forcément, en fait. Ça dépend vraiment d'où en est la personne. Ce qui est important et intéressant, c'est d'améliorer, en fait, la qualité globale de l'alimentation. Et notamment, on sait qu'il y a aussi d'autres indicateurs en fait dans la végétalisation de l'alimentation. Il y a des bonnes manières de végétaliser son alimentation, il y a des mauvaises manières, entre guillemets, toujours. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est pas parce qu'on va retirer la viande qu'on va avoir une alimentation aussi qui est correcte. On peut très bien retirer la viande et avoir plein de produits transformés. Par exemple. En fait, effectivement, ça c'est quelque chose que j'aime bien rappeler. C'est parce qu'il y a de la viande dans une assiette que l'assiette elle est équilibrée. C'est pas parce qu'on enlève la viande que l'assiette elle va être équilibrée aussi. C'est-à-dire que un repas, c'est plus que ça. D'ailleurs, c'est l'OMS invite les pays comme la France à arrêter de considérer la viande comme centrale dans l'assiette. Donc ça, c'est déjà aussi le premier point. On a montré un petit peu que pour améliorer l'alimentation, une des choses importantes et on va dire la moins coûteuse en termes d'énergie, mais qui rapporte le plus, on va dire le duo. Le bénéfice-risque. Le bénéfice, voilà. Le plus pertinent. Le coût, c'est déjà de modifier une chose qui a l'air comme ça assez anodine, c'est le pain. C'est pas qu'une légende. On mange beaucoup de pain en France, mais on mange beaucoup de pain blanc. Et ça, le pain blanc, c'est de la farine raffinée. Et là, on sait que c'est, entre guillemets, pas la direction à prendre en tout cas. Et souvent, déjà, pour améliorer la qualité de son alimentation, ne serait-ce que de passer d'un pain blanc à un pain complet, on améliore en fait. Et c'est pas très coûteux parce qu'on va l'acheter au même endroit. C'est une nouvelle habitude à prendre, mais voilà, grosso modo, on y arrive. Et tu vas rajouter des fibres, tu vas rajouter des petites choses. Et donc, dans cette assiette aussi, comment tu peux donner des conseils pour mettre un peu plus de légumes, par exemple, dans une assiette, sachant que ces personnes-là n'ont pas forcément l'habitude de tout le temps cuisiner. Comment faire pour rajouter un petit légume ? Alors, effectivement, vous me demandiez à un moment donné, par où commencer aussi. Il y a des choses qui sont intéressantes, par exemple, c'est de prendre un plat qu'on aime bien et de voir comment on pourrait le végétaliser. Ça, c'est maintenant, avec Internet notamment, on a accès quand même très facilement à ce type d'informations. On tape le plat qu'on aime bien, bœuf bourguignon, et on tape végétal à côté, et ça va nous donner des recettes qui permettent en fait de garder ce côté vraiment plaisir, parce que c'est aussi très important de garder du plaisir à manger. Et ça nous donne un petit intérêt quand on se dit tiens, cette recette que j'aime bien, comment je pourrais la rendre végétale, et trouver des astuces comme ça. Des fois, on a un peu peur entre guillemets des légumineuses quand on commence un petit peu, par exemple, si on achète des légumineuses qui sont sèches et qu'on voit faire tremper 12 heures, ça peut un peu inquiéter ou rebuter en tout cas. Et en fait, il existe des légumineuses qui sont déjà pré-trempées et du coup qui peuvent se cuisiner très rapidement. On peut parler des légumes surgelés aussi, je veux dire des épinards par exemple. On les met dans une casserole, on fait décongeler, ça prend pas beaucoup de temps. Après, ça dépend effectivement de nos habitudes alimentaires et culinaires. Si on a l'habitude de cuisiner, de passer du temps dans la cuisine, on fera d'autres plats que si on n'a jamais le temps, parce que faut être honnête aussi. Des fois, on a fait notre journée de travail, on rentre, on s'occupe des enfants, faut préparer le repas. On peut pas tous consacrer 1 heure à faire la cuisine. Tu sais, j'aime vraiment beaucoup tes conseils parce qu'ils sont très pragmatiques. De prendre une assiette qu'on aime bien. Déjà, ça permet d'avoir un repère gustatif. Et puis derrière, se dire, en fait, cette viande-là, peut-être que je vais pouvoir mettre du soja texturé à la place, d'essayer de créer quelque chose un petit peu, de rajouter un petit légume, et de se créer un petit défi avec son assiette qu'on aime bien pour essayer de la végétaliser. C'est beaucoup plus simple que de créer une assiette tout à fait. Depuis le début. C'est ça, tout à fait. Et puis il y a les recettes qu'on aime bien, mais ce que je dis aussi souvent, c'est bien d'avoir aussi les recettes rapides. Je vais prendre un exemple personnel tout bête. Quand j'ai pas le temps de faire à manger parce que la journée a été longue, que pareil j'ai dû m'occuper de mes enfants et autres et qu'il faut aller assez vite, tofu, pâtes, épinards. Et mes enfants adorent, ça me prend très peu de temps à faire et tout le monde est content. T'as légumineuse, t'as un peu l'assiette équilibrée, c'est très bien. Moi, le petit conseil que je peux te donner, ceux qui aiment pas tremper, et en plus,
actuellement, on manque de légumineuses. Mmh. Les légumineuses, ça va être les lentilles corail, par exemple. Et ça, c'est assez rapide à faire. Ça peut être Tout comme à des fait. pâtes. On n'a pas besoin de les faire tremper. C'est un bon taux de protéines Mmh. aussi à l'intérieur. Donc, c'est très intéressant. Et tu insistes bien aussi sur les recettes rapides. On n'a Mmh. pas besoin de faire des grandes recettes. Et moi, ce que je conseille, c'est que quand on n'a pas le temps, eh ben, acheter des légumes surgelés Picard, Mmh. il y a la même, on va dire, les mêmes oligo-éléments, les mêmes vitamines qui sont aussi importants, des fois, et même plus que chez son primeur. Quand on laisse une courgette traîner dans son bac pendant 2 semaines, eh ben, Elle elle perd énormément. Alors que quand on vient sortir nos épinards, on vient les lancer le soir, ben en fait, on a un gain de temps qui est assez important. Oui, qui peut être assez important. Et ce que vous dites aussi est très important. Par exemple, sur les lentilles corail, c'est aussi une légumineuse qui est très intéressante parce qu'elle est facile à digérer. Parce que ça, c'est le point. On a parlé un peu du microbiote. Il faut savoir que, notamment, quand on change de manière rapide notre alimentation, d'apporter plus de fibres, c'est très intéressant. Mais des fois, notre microbiote doit s'adapter. Et pareil, alors on n'est pas égaux là-dessus, comme pour beaucoup de choses, on n'est vraiment pas égaux. Il y a des personnes qui vont pas voir la différence, et en moins de 48 heures, on va observer que leur microbiote aura évolué, aura changé, pour mieux s'adapter effectivement au fait qu'il y ait plus de fibres. Et il y a des personnes qui peuvent mettre jusqu'à 4 mois pour s'adapter, et ça veut dire 4 mois avec des douleurs au ventre, des gaz, des ballonnements, enfin tout ça qui est plus qu'inconfortable. Et des fois, de devoir dire aux gens, écoutez, là, vous y êtes peut-être allé un peu vite. Peut-être qu'effectivement, on conseille vraiment de manger par exemple, je parlais du pain complet ou des pâtes complètes quand on mange des céréales, mais peut-être que dans un premier temps, des pâtes semi-complètes pour y aller progressivement parce que faut aussi penser à son confort. Encore une fois, faut à la fois éprouver du plaisir, faut pas que ça soit trop difficile et puis on voit ce qui est possible de mettre en place. Ouais. Ça, je suis content que tu m'en parles parce que c'est une notion pour moi qui est capitale. C'est de se dire que quand on n'a pas l'habitude de manger des fibres, il faut y aller progressivement et puis derrière, avoir une progression. On peut pas passer de 0 à 100, sinon on risque d'avoir des ballonnements, d'avoir mal au ventre et se dire en fait c'est pas fait pour moi parce que j'en mange trop. Mais tout à fait. C'est pour ça que tu fais bien d'insister. Je vais te poser une question qui moi me trotte un peu dans la tête, c'est pourquoi on a peur de diminuer notre consommation de produits animaux. Est-ce que c'est un problème culturel? Est-ce que c'est un problème d'habitude familiale? Alors, un peu de tout ça et d'autres choses aussi. Alors, je peux pas garantir d'être exhaustif sur cette question. Je l'ai déjà rapidement abordé, mais il faut savoir effectivement notre alimentation, c'est ce qu'on appelle un critère identitaire fort. Ce que j'entends par là, et ce que les sociologues entendent par là, c'est que c'est quelque chose qui nous définit. C'est-à-dire, comme je dis souvent, on peut pas voyager à l'étranger, rencontrer un Français et pas discuter de nourriture. C'est pas possible. Heureusement, ça se dit beaucoup moins, mais on va en caractériser beaucoup aussi les différents pays d'Europe par ce qu'ils mangent. Nous, on est les mangeurs de grenouilles, par exemple, pour les roast beef. Il y a vraiment cette notion-là un petit peu, et on retrouve ça un peu dans l'histoire, cette notion vraiment de l'alimentation qui vient définir en fait. Ça fait une partie de nous. Ça fait partie de nous. C'est une identité qu'on peut avoir. On va se dire, on est dans ce type de famille-là, on a ces habitudes-là, on a ces traditions-là, et c'est ancré en nous. C'est ancré en nous, c'est le plat que nous préparait notre grand-mère ou notre grand-père, c'est le plat qu'on a mangé à la maison. Et on est très liés. Ça, c'est aussi la manière dont fonctionne notre cerveau, avec les souvenirs qui sont associés. Et le repas familial du dimanche midi qui comprend aussi souvent de la viande ou des viandes qu'on fait de manière exceptionnelle ou des choses comme ça et qui viennent effectivement nourrir notre identité. Et ce qui fait aussi que des fois, ça crée des crispations dès qu'on parle de changement alimentaire parce qu'on vient de demander de changer notre identité. Et quelque part, de manière plus ou moins consciente. Et du coup, ça peut vraiment créer des difficultés. Et puis, on reste vraiment avec cette idée aussi. C'est un peu l'idée, encore une fois, un petit peu, j'allais dire primordiale ou primaire, je sais pas comment le formuler, mais cette idée que, quelque part, ce qu'on mange, et ça c'est vrai, finit par faire partie de nous, mais on y met aussi quelque chose, quelque part d'un peu magique, entre guillemets, et qui ferait que parce que je mange du muscle, ça va venir nourrir le muscle en moi, quoi. Il y a vraiment un petit peu cette idée, quelque part, qui est en trame de fond, qui est pas toujours très très présente, mais de se dire pour faire du muscle, il faudrait manger du muscle. On sait que c'est faux, mais ça c'est pareil, c'est toute la dimension de l'alimentation où il y a ce côté rationnel, mais on sait bien que l'alimentation c'est beaucoup plus que du rationnel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ne suffit pas de dire que c'est
excellent pour la santé, parce que il y a un niveau de rationalité qui ne fonctionne pas quand on touche à l'identité d'une personne. On est plus dans la réaction et moins dans la réflexion. Et donc, c'est ancré avec notre personnalité. Et je le vois bien parce que, mine de rien, même l'alimentation, il y a un côté politique dans tout ça. Donc, c'est-à-dire que la végétalisation de l'assiette, c'est pas être bon ou mauvais pour la santé, c'est avoir plutôt un bord politique qu'autre chose de aussi communément admis, en tout cas. Et ce que je vois, c'est que c'est assez franco-français, alors que dans les Américains, ils ont moins de difficultés à avoir ce côté je suis vegan, je suis végétarien, je végétalise mon assiette, mais je suis un entrepreneur, un sportif de haut niveau, sans forcément mettre des cases à cette entre guillemets identité alimentaire. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Effectivement, après probablement, faudrait creuser sans doute effectivement cette question, mais c'est des différences culturelles déjà. On sait qu'on a en France en tout cas une culture beaucoup plus analytique, par exemple, où on va justement mettre des choses dans les cases et être beaucoup sur ce mode de pensée, là où les modes de pensée souvent anglo-saxons sont un peu plus empiriques quelque part, et du coup d'être moins dans ces catégories-là. Après, on retrouve aussi quand même beaucoup aux États-Unis de ce côté, en fait, je suis content que vous en parliez, sur la dimension un petit peu politique de l'alimentation. Je vais prendre un exemple qui est assez marquant. Il y a la viande, par exemple, notamment, qui est quand même un marqueur pour certains mouvements, en tout cas, un marqueur de virilité. Il y a vraiment, clairement, il y a des pubs qui sont faites d'ailleurs autour de ça, sur le fait que la viande, on est viril quand on mange de la viande et on a besoin de viande quand on est viril. Enfin, ce côté un petit peu là. Et effectivement, par exemple, on a pu voir des suprémacistes aux États-Unis boire du lait, par exemple, pour dire nous, on est les vrais, les descendants des Vikings, on est capable de digérer le lait, on n'a pas de problème, on n'a pas d'intolérance au lactose. Voilà, on peut vraiment observer des choses assez étonnantes comme ça autour de l'alimentation. Donc ça nourrit aussi beaucoup. Et puis il y a des vraiment, on voit bien que ces aspects-là sont importants. Mais ça me pose une question aussi, c'est que première question, c'est est-ce que actuellement on mange beaucoup plus ou beaucoup moins de viande qu'il y a par exemple 50 ans ? On mange beaucoup plus de viande qu'il y a 50 ans. On a multiplié à peu près par 5 notre consommation de viande. C'est devenu vraiment quelque chose de très important. C'est là aussi où c'est intéressant de se rendre compte qu'on a l'impression, en fait, on nous fait croire quelque part que notre consommation de viande, elle a toujours été ce qu'elle est actuellement. Qu'alors elle a vraiment changé effectivement à l'après-guerre, avec l'industrialisation de l'alimentation. Et à contrario, on mangeait beaucoup plus de légumineuses. Et on en mange beaucoup moins maintenant. Il y a presque eu un effet qui est parallèle entre les deux, où l'augmentation de viande a entraîné la diminution de légumineuses. Aussi dans l'image en fait qu'on a eue, où la viande était, et je dis vraiment était parce que c'est plus le cas maintenant, mais un marqueur en fait de richesse. C'était les populations plus riches qui en mangeaient plus, qu'alors maintenant c'est l'inverse. Et où la légumineuse avait pareil un petit peu cette image en fait de viande du pauvre. Et vraiment on retrouve des trucs, on retrouve des articles là-dessus, dans la littérature ou autre, où vraiment cette image en fait des légumineuses pour la population et la viande pour les riches, quoi. C'est très intéressant. Et cette notion de virilité, est-ce que il y a eu aussi l'impact des lobbying, notamment les lobbying de la viande, qui ont pu pousser cette identité et cette consommation au niveau de notre société, ou pas spécialement ? Alors c'est toujours dur en fait de savoir à quel point ça a impacté, mais bien entendu qu'il y a un lobbying en fait sur notre consommation de viande. Il faut savoir que le secteur de l'alimentation est un secteur important au niveau économique et qu'au niveau effectivement des lobbying, notamment sur la viande, pour prendre par exemple le premier intersyndical sur la viande en France, consacre par an 30 millions pour la communication. Et on sait bien que s'ils consacrent 30 millions pour la communication, c'est que ça doit leur rapporter plus. Sinon, ils le feraient pas. Ils sont assez pragmatiques pour ça. Mais on voit qu'en fait, il y a des moyens colossaux qui sont mis en place pour qu'on continue à consommer autant de viande. Et que du coup, on a beau, encore une fois, mettre des messages derrière de diminution, qui sont beaucoup moins impactants. On a beaucoup moins de moyens dans la santé publique
qu'on peut observer effectivement. Il n'y a pas un syndicat lobbying des légumineuses par hasard? Ils sont 2. Alors, il y a un syndicat des légumineuses, il y a effectivement un groupement des légumineuses. Alors, avec un groupement donc des légumineuses avec quelques particularités. Alors déjà beaucoup moins de moyens. Vraiment, il y a aucune notion d'équité entre les deux. Il y a pas, voilà, merci. Il y a pas de comparaison entre les deux. Et il faut savoir qu'une partie des légumineuses, cela étant dit, est vendue à l'élevage. Donc il y a aussi, c'est pas uniquement en fait des personnes qui vont, l'industrie des légumineuses ne vend pas que pour la population. Ils vendent aussi pour l'élevage. Donc ils sont un peu entre les deux, c'est-à-dire que voilà. Et souvent d'ailleurs les débouchés de l'élevage sont assez importants en fait. Donc tu as cassé un mythe tout à l'heure où tu avais dit que pour avoir du muscle, il faut manger du muscle. Et ça, on sait que c'est pas le cas. Pour avoir du muscle, c'est très simple. Je vais prendre ma casquette, pas de nutritionniste, mais de kiné, et je vais dire, il faut manger des protéines qui sont très importantes au niveau de notre alimentation, et il faut contracter nos muscles. Moi, j'aime bien dire qu'il faut les deux, parce que si on mange que des protéines et qu'on contracte pas nos muscles, bon, c'est pas très utile. Mais par contre, ces protéines, ce qui est important, c'est de savoir qu'on les retrouve aussi dans notre monde végétal, et pas forcément que au niveau de la consommation d'animaux. C'est de se dire qu'on retrouve des protéines, notamment dans le seitan, dans le tofu, dans les légumineuses. Mais par contre, je vais avoir une question qui va être très ciblée sur les protéines, c'est que est-ce que les végétariens et les véganes ne manquent-ils pas un petit peu d'apport en protéines ? Alors les protéines, ça c'est quelque chose qui est en débat depuis très très longtemps et sur lesquels on a quand même du coup beaucoup de réponses à donner. On a eu effectivement pendant longtemps en fait ce qu'on appelait la notion de biodisponibilité. C'est-à-dire c'est bien de manger des protéines effectivement, mais qu'est-ce que notre corps absorbe? Et ce que montraient les études au départ, mais je parle de ça il y a une cinquantaine d'années, montrait en fait que les protéines animales seraient mieux absorbées que les protéines végétales. Et en fait, plus on est devenu performant dans ces analyses-là, et plus l'écart s'est réduit en fait entre les deux. Donc ça, c'est un point important à comprendre, c'est que finalement, on absorbe quand même bien les protéines, les acides aminés, en tout cas issus des végétaux. Donc c'est qu'il y a des acides aminés qui vont être plus ou moins bien absorbés dans le corps humain, et que un produit animal va avoir une absorption qui va être à, je vais dire n'importe quoi, 80%, et que l'absorption du produit végétal va être de 75%. Ça va être quelque chose comme ça? Oui, alors on va plutôt dire 95% pour les protéines animales et entre 90 et 95. Après, ça va dépendre des protéines végétales, mais notamment pour les légumineuses. C'est là où c'est hyper important, effectivement, les légumineuses. Alors oui, effectivement, l'équilibre en acides aminés est différent en fonction des aliments. Ce qu'on constate, c'est que les légumineuses, par exemple, il y a moins d'un acide aminé qu'on appelle la méthionine, là où dans les céréales, il va souvent avoir moins d'un acide aminé qu'on appelle la lysine. Alors je dis bien, et j'insiste là-dessus, moins, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais comparativement à la viande, notamment, il va en avoir un peu moins, et ça, c'est vrai. Après, par contre, est-ce que moins, ça veut dire qu'on fait moins bien ? Ça, par contre, c'est faux. Okay. Et en fait, ce qu'on se rend compte, pareil, un mythe qui reste encore assez ancré, ça serait de dire, faut mélanger les légumineuses où il manquerait un peu de méthionine, avec les céréales où il manque un peu de lysine, et comme ça, on obtiendrait ce qu'on appelle une protéine complète. Ça, c'est une vision, en fait, qui a du mal à partir parce qu'elle est un peu intuitive. C'est-à-dire, on se dit, il manque d'un truc d'un côté, il en manque de l'autre, on met les deux, et hop, on obtient quelque chose de parfait. Et ça entretient l'idée qu'il y aurait une certaine complexité. Alors déjà, de un, on mange rarement, heureusement, qu'un seul aliment. Oui, si on mangeait un bol de riz dans la journée pendant plusieurs jours, au bout d'un moment, on aurait une carence en vitamines quelque part. Ouais, en vitamines, mais oui, probablement qu'on aurait des carences ailleurs qu'en lysine. Voilà. Mais on finirait peut-être par manquer de lysine. Mais voilà, dans un repas, on mange plusieurs aliments dedans. On a une petite réserve d'acides aminés qui est là au cas où il n'y ait pas tous les acides aminés lors du repas. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, cette différence, elle n'était pas significative, aussi parce qu'on consomme en fait suffisamment de protéines. En fait, on s'est rendu compte que à partir du moment où, dans un pays comme la France, on consomme suffisamment de calories avec suffisamment de protéines dedans, mathématiquement, on aura suffisamment d'acides aminés.
Ok, très bien. Est-ce que tu peux me reciter quelques exemples de légumineuses pour que les gens puissent prendre dans cette petite liste que tu peux. Alors, il y en a beaucoup des légumineuses, mais souvent, celles qu'on connaît bien, il y a les pois chiches, on a parlé des lentilles corail, il y a les lentilles vertes, on a parlé du soja, du tofu. Dans les légumineuses, on va retrouver aussi tout ce qui est haricots rouges, par exemple. C'est une grande famille, en fait, de ce qu'on appelle légumes secs. Voilà, des petites nuances, mais voilà, non, vraiment là-dedans, c'est une famille assez importante et dans lesquelles on peut généralement trouver certaines qui nous plaisent. Et le soja, c'est une protéine et surtout, est-ce que c'est bon pour notre santé ? Alors sur le soja, effectivement, il y a beaucoup d'interrogations franco-françaises encore parce qu'on en parlait. Alors c'est intéressant, il y a aussi eu un rapport de l'ANSES qui est paru là il y a peu de temps aussi sur le soja. Avec en fait une première question qui a été posée à l'ANSES, qui était en fait d'établir ce qu'on appelle une valeur toxicologique de référence. Une valeur toxicologique de référence, c'est on a demandé à l'ANSES d'évaluer s'il y avait un risque pour la santé, mais en considérant que comme si le soja n'était pas consommé. En fait, c'est une évaluation toxicologique dans laquelle l'ANSES est très forte et qui est habituellement fait par exemple pour les pesticides. C'est-à-dire avant de les commercialiser, on vient vérifier effectivement si l'exposition ne poserait pas de problème. Donc on est vraiment dans une recherche d'exposition minimale sans risque. Mais encore une fois, on le fait quand il n'y a pas d'études chez les humains. Cet article-là, cette revue de l'ANSES a conduit à l'agence à recommander de ne pas servir de soja, par exemple, en restauration collective, sous prétexte qu'on dépasserait très rapidement en fait la consommation. Pour donner une idée, à partir d'un yaourt, toutes les 2 semaines, on dépasse la valeur toxicologique de référence. Et donc ça pose plusieurs questions, effectivement. Il faut savoir que dans ce rapport, il y a déjà 2 experts qui ont souhaité ne pas le signer, ce qui est quand même assez rare pour être souligné. Et leur argument, que je trouve assez intéressant, alors déjà, ils n'avaient pas toutes les données par rapport à la valeur toxicologique de référence, ça c'est le premier point. Et surtout, ils ont mis en avant qu'on avait des études épidémiologiques et que ça serait dommage de ne pas s'appuyer dessus. En fait, là, le rapport de l'ANSES fait vraiment un rapport sur les risques et pas du tout sur une étude bénéfice-risque. Et en fait, d'autres pays, et quand je dis d'autres pays, ça va être l'Allemagne, ça va être l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, ça va être le Danemark, ça va être tous les pays du Nord. Eux ont plutôt choisi de faire ce qu'on appelle une revue des études épidémiologiques, c'est-à-dire on prend des cohortes, on les suit pendant un certain temps, on regarde quelle quantité ils consomment de soja et on regarde est-ce que ça pose un problème sur la santé, au contraire, est-ce que ça pose pas de problème. Et tous ces pays-là, au contraire, recommandent la consommation de soja au sein d'une alimentation diversifiée, bien entendu, mais en argumentant au contraire que dans certains cas, ça pourrait même avoir des bénéfices. Et on pense notamment au cancer du sein, par exemple. Alors, on a une grande peur là-dessus en se disant le soja, c'est attention. vrai que ça, on a une grande peur sur le soja et le cancer du sein. En fait, la problématique, pour reprendre un petit peu aussi, sur le soja, c'est des molécules qu'on appelle des isoflavones et qui ont en fait une structure qui est proche d'une hormone oestrogène, qui est une hormone entre guillemets dite féminine. Qui va remplacer l'oestrogène sur les récepteurs. En fait, ça serait la crainte. Et en fait, on s'est rendu compte que, alors déjà, l'affinité pour les récepteurs était bien moindre que quand c'était vraiment des oestrogènes, et que en plus, des fois, ça se lie et ça a le même effet que des oestrogènes. C'est ça, c'est que juste pour expliquer, les récepteurs, on a une cellule, on a un petit récepteur, ça va être, comme une clé, une serrure. On prend souvent cette image-là, oui. L'œstrogène va venir, va ouvrir la serrure pour laisser passer un certain type d'éléments, et du coup, ça va mimer cette clé. Et c'est la peur que ça mime cette clé-là. Voilà, en sachant qu'en fait, on s'est rendu compte que des fois, ça mime la clé, et des fois, au contraire, ça vient sur le récepteur, mais sans actionner la clé. D'accord. Donc, on a du coup observé, donc on n'a pas observé l'attendu. C'est-à-dire, on s'était dit, ça va se fixer sur les récepteurs, ça va donc augmenter, en fait, l'action des oestrogènes, comme si on avait plus d'oestrogènes. Et en fait, non, c'est pas ce qu'on observe. Et du coup, ça crée un peu une confusion. Ça rend plus difficile, on va dire, les explications, les actions derrière. D'accord. Et donc, toi, personnellement, avec tout ce que tu as vu et lu au niveau de la littérature scientifique, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne lambda, une personne de 50 ans qui souhaite mettre un peu plus de soja, mais qui veut aussi tenir compte de la littérature scientifique? En fait, déjà le premier point, comme je dis souvent, c'est est-ce que la personne, ça l'inquiète? C'est-à-dire une personne qui est inquiète,
de consommer du soja. C'est pas grave, en fait. On a d'autres légumineuses, on peut tout à fait végétaliser son alimentation sans consommer de soja. Après, par contre, déjà les personnes qui en consomment déjà, on va leur dire, écoutez, si c'est inclus dans une alimentation diversifiée, on n'a pas observé en fait de problème chez les Indiens humains, en mangent depuis des années, les Chinois, les Coréens, les Japonais. Alors des fois, cet argument-là, on nous répond oui, mais du coup, il y a une préparation traditionnelle et puis ils ont aussi peut-être une adaptation génétique, ce qui est pas entièrement faux. On parlait du microbiote. On sait qu'en fait, les populations asiatiques, a priori, faut toujours rester prudent, tirent plus de bénéfices du soja que les populations non asiatiques, en moyenne. Mais ça veut pas dire que ça deviendrait dangereux, en fait, pour nous. C'est là où il faut pas non plus verser dans l'autre, dans la position inverse. Et dans les populations européennes ou équivalentes, où effectivement l'effet est relativement neutre en fait sur l'alimentation, ou avec tous les bénéfices quand même de la végétaliser, voire même dans certaines situations, pour certaines personnes, ça a montré des bénéfices, notamment au niveau cardiovasculaire et aussi pour certains cancers, comme je le disais plus. Et donc on peut par exemple remplacer un produit carné par un bout de soja. Et comment toi tu pourrais est-ce que tu n'as pas un exemple de cuisine ou de façon de faire qui peut être intéressante avec du soja ? Le soja, ça peut être intéressant pour beaucoup de choses. Alors déjà, comme je le disais, moi, ma recette rapide, c'est avec du tofu, par exemple. Tofu. Comment tu peux faire avec une petite recette simple à faire avec du tofu ? Le tofu, on le coupe en dés, on le fait réchauffer. Souvent, des fois, on peut mettre une petite sauce avec, mais c'est même pas obligé. Moi, je me dis avec les épinards et les pâtes. Personnellement, je trouve que ça passe bien. Le soja, en fait, prend souvent le goût de ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que des fois, si on le cuisine un petit peu, qu'on met une petite sauce autour, ça lui donne tout de suite une saveur qui est intéressante. Qu'est-ce que tu penses des simili carnés ? C'est une bonne question. Alors, les simili carnés, déjà, définissons un petit peu ce qu'on entend par là. C'est effectivement des aliments qui viennent en fait mimer les produits carnés. Les mimer, que ça soit en fait parfois en termes de goût et en termes de texture, pas toujours, mais que ça vient aussi mimer en termes de préparation. Par exemple, je disais tout à l'heure, des fois d'aller assez vite, comme on ouvrirait en fait un steak pour le mettre dans la poêle, on ouvre un simili steak ou burger autre, on le met dans la poêle, ça cuit de la même manière. Ça modifie en fait peu nos habitudes. Et donc, c'est un moyen aussi de tendre vers une végétalisation de notre alimentation. Pour le moment, se posent aussi certaines questions, c'est-à-dire qu'il y a souvent, en fait, les simili sont souvent quand même ce qu'on appelle des aliments dits ultra transformés, et pour lesquels on se pose quand même beaucoup de questions. Et pour le moment, la seule certitude qu'on ait, c'est qu'on conseille de limiter les produits les aliments ultra transformés, mais en n'ayant pas de certitude concernant les simili, parce que on sait bien que la transformation des fibres végétales, c'est pas la même chose que la transformation de produits animaux. C'est-à-dire ? En fait, ce qu'on constate, à l'heure actuelle en tout cas, c'est que la modification et l'ultra-transformation des produits animaux, par exemple dans la charcuterie, ça c'est quelque chose qu'on a identifié comme étant cancérigène, niveau 1, par l'OMS et par tous les organismes depuis pas loin de 10 ans maintenant. Donc on sait que c'est cancérigène et que c'est dont la consommation est délétère et du coup à limiter vraiment au maximum. Et on sait que cet effet-là, il n'est pas forcément le même pour tous les aliments, mais on n'a pas encore toutes les réponses sur les simili parce que les consommations sont encore assez récentes, elles sont encore assez faibles en moyenne. Donc effectivement, mais ça peut aider aussi dans cette transition alimentaire. Ça c'est intéressant, c'est que pour moi en effet ça peut aider dans une transition alimentaire, que je conseillerais de prendre aussi et de regarder l'étiquette pour voir qu'il y ait le moins de possible d'additifs. On prend quelque chose avec sans additifs si possible, et puis de se dire que c'est un aliment plaisir. Et un aliment plaisir, c'est de temps en temps, comme un steak, et du coup on va se le mettre de temps en temps, et que ça doit pas être l'objet central de notre assiette, mais ça doit être un plaisir qu'on se réserve de temps en temps pour notre transition, et puis pour notre plaisir occasionnellement. C'est ça. Par exemple, typiquement pour des repas, alors pareil, le barbecue, on sait que la cuisson barbecue, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais heureusement, on fait pas des barbecues matin et soir tous les jours pendant des mois, rarement en tout cas. Mais par exemple, ça peut permettre de retrouver aussi cet aspect social, de pouvoir participer au barbecue, en sachant qu'on peut mettre aussi des légumes sur le barbecue, mais on peut mettre aussi un truc qui ressemble à des saucisses ou à des steaks, en sachant qu'encore une fois, on fera jamais pire que la charcuterie, globalement. Donc, il y aura ça, c'est intéressant. Oui. C'est de se dire que malgré tout,
on sait qu'on a des preuves haute au niveau de la dangerosité de la charcuterie. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que la charcuterie ? Alors la charcuterie, ça va être effectivement donc des produits en fait animaux qui ont été ultra transformés. Je vais plutôt donner des exemples. Souvent il y a des additifs effectivement dedans, mais ça va être le saucisson, ça va être les saucisses, ça va être tous ces aliments là. Le jambon aussi. Jambon, tous ces aliments transformés. Et effectivement, pour parler des simili, on a un outil aussi qui est très important de santé publique, qui est le Nutri-Score, et qui a montré vraiment son intérêt en termes de santé publique. Et par exemple, quand on choisit des simili, de s'orienter plutôt vers des simili avec des Nutri-Score plutôt A, B, C, oui. Ça peut aussi nous permettre de choisir entre différents simili, effectivement. Donc, pas oublier le Nutri-Score. Vous avez parlé des additifs aussi. Ça peut être intéressant aussi de regarder. On a de plus en plus d'études qui nous montrent que plus il y a d'additifs, plus il y a des risques quand même pour la santé. Donc, ces petits éléments-là. Et puis, encore une fois, ce que vous dites aussi, ça dépend de la fréquence à laquelle on en mange. Bien sûr qu'on n'a pas la même, on va dire, précaution pour un aliment qu'on va manger une fois par mois que pour quelque chose qu'on va intégrer en fait dans notre alimentation sur du plus long, plus fréquemment. Mais ça peut permettre aussi, des moments, encore une fois, on n'a pas le temps de cuisiner, on n'a pas le temps de, ça permet d'obtenir une assiette. Et puis c'est aussi se dire, il y a une certaine critique en disant, en fait, vous arrêtez la viande à une certaine catégorie, en fait, pourquoi vous cherchez des simili-carnés ? Mais il y a certaines personnes, moi je connais des amis qui ont arrêté de consommer des produits animaux pour certaines raisons, que ce soit éthique, mais c'est de se dire qu'ils aiment bien le goût, et donc ça permet de faire un certain deuil du goût de produits animaux, parce qu'en fait c'est vrai que il y a tout dans le nom, c'est des simili-carnés, on retrouve une certaine saveur, on retrouve des sauces qu'on peut faire en tout cas avec la viande, et je trouve ça en tout cas un moyen de transition qui peut être intéressant, mais encore une fois ça reste du plaisir, ça reste très ciblé, et que c'est la dose qui fait le poison, donc on fait attention bien sûr à tout ça. Par contre, ce qui va m'intéresser, c'est quels sont les points d'attention qu'il faut faire si une personne commence à changer d'alimentation et passer d'une alimentation plutôt omnivore à une alimentation un peu plus végétarien et végétalien. Est-ce que tu peux nous les définir, et aussi de savoir quels sont les points d'attention, parce que mine de rien, quand on enlève des aliments dans notre alimentation, il faut bien composer avec. Faut rééquilibrer en fait. Comme je disais, déjà parfois au départ notre assiette était déjà pas équilibrée. C'est encore une fois, c'est pas parce qu'on met de la viande dedans que elle va être équilibrée. Donc penser à un équilibre plus global. Après effectivement, donc ce que je disais déjà en premier point, végétaliser sainement son alimentation, c'est déjà effectivement partir sur des aliments plus complets, d'augmenter les légumineuses, de limiter ce qui est raffiné, de limiter ce qui est jus de fruits, ce qui est dessert sucré. Et ça, on est à peu près au courant là-dessus. Là, il y a un point d'attention qui peut arriver assez rapidement quand on végétalise son alimentation, c'est la vitamine B12. La vitamine B12, en fait, c'est une vitamine qu'on trouve exclusivement dans les produits animaux. Donc effectivement, si on diminue notre consommation de produits animaux, il y a un moment donné où ça peut poser un problème. L'avantage qu'on a quelque part avec la vitamine B12, c'est qu'il n'y a pas de ce qu'on appelle les limites supérieures de sécurité. C'est-à-dire, on n'a pas défini, en fait, dans la littérature, on a donné beaucoup de vitamine B12 à des personnes pendant longtemps, et on n'a pas observé d'effets secondaires indésirables. Donc, en fait, il n'y a pas de... A priori, dans nos connaissances, on n'a pas trouvé de dose qui serait trop importante. D'accord. Donc si on n'en a pas assez, là il faut quand même se supplémenter. Mais si on en a trop, c'est pas trop grave. C'est pas a priori, voilà. Alors, on est monté sur des doses assez hautes. Donc ça, souvent la B12, elle a l'avantage aussi de pas être très chère, parce qu'il faut penser quand même au prix. On peut arriver à se supplémenter en B12 pour 2 € à l'année. Okay. Donc on n'est pas sur quelque chose de très cher. Donc c'est vrai qu'on a une tendance à inciter là-dessus. Après, il y a un petit point sur lequel effectivement insiste le rapport de l'ANSES, qui effectivement montre beaucoup de points positifs dans les alimentations végétariennes et végétaliennes, pointe aussi un élément sur l'augmentation du risque de fracture qu'on observe notamment chez les femmes végétaliennes et qui invite en fait à plusieurs points. Le premier, à des fois quantifier la quantité de calcium que consomment les végétaliens notamment, les végétaliennes, et aussi à bien insister sur l'activité physique. On sait que une des moyens de prévenir les fractures, c'est l'activité physique. Et après, le dernier point qui va être sur la vitamine D. Ça, on sait que la vitamine D, de toute manière, on peut pas obtenir les doses dont on aurait besoin par l'alimentation.
et avec nos modes de vie où on est quand même de moins en moins exposé au soleil parce qu'il y a aussi des risques à s'exposer au soleil, on sait voilà que la complémentation, et ça dépend pas tellement de l'alimentation. Voilà, ça, on le retrouve un petit peu partout, mais c'est un point d'attention quand même à avoir, effectivement. Et effectivement, je reviens aussi à ce que vous disiez sur le muscle, parce que c'est très important. Souvent, on nous dit, notamment pour les personnes âgées, oui, mais attention, le risque de sarcopénie, donc le risque de fonte musculaire si on consomme pas assez de protéines. Alors oui, il faut en consommer suffisamment, mais a priori, c'est pas la grande difficulté. La grande difficulté, effectivement, c'est de maintenir l'activité physique. On ne fait pas du muscle si on ne le contracte pas, effectivement. Donc, s'il y a bien 2 points d'attention à retenir, c'est la quantité de B12 et la quantité de calcium que l'on va aussi consommer. C'est bien ça? Alors, pour le calcium, c'est vraiment, on a vu une sous-population particulière qui est des femmes végétaliennes. Donc, c'est-à-dire des femmes qui ne consomment pas de produits laitiers. Ok. Est-ce que tu peux définir végétarien et végétalienne pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ne savent pas la définition? Alors, les alimentations végétariennes, on les définit souvent par ce que ces personnes ne mangent pas. C'est-à-dire ne consomment pas ni de viande ni de poisson. Parfois, on entend parler des pesco-végétariens quand on veut préciser des personnes qui ont supprimé la viande, mais qui continuent à manger du poisson. Les végétariens, globalement, mangent pas de viande, pas de poisson. Les personnes végétaliennes, et qu'on appelle aussi, qui sont souvent en fait aussi des personnes véganes, même si le véganisme c'est encore une dimension supérieure, mais les personnes végétaliennes, c'est des personnes du coup qui ne consomment pas de produits animaux, donc pas de viande, pas de poisson, mais pas de lait, pas d'œufs, pas de miel, voilà, pas de produits animaux autres. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner donc pour la B12 et par exemple le calcium, certaines doses qu'on peut avoir dans notre quotidien si on a un régime plutôt végétarien, et en tout cas si on se dirige plutôt vers un régime végétarien ou vegan ou végétalien. Alors dans ces situations-là, ce qui est conseillé, effectivement, il y a plusieurs moyens de se supplémenter en vitamine B12 par exemple. On peut en prendre tous les jours, et à ce moment-là on prend en général 25 microgrammes par jour, ce qui permet de couvrir nos besoins. On peut aussi décider de prendre qu'une fois par semaine, et à ce moment-là la dose augmente beaucoup, parce qu'il faudrait en prendre 2000 microgrammes par semaine. Ça, c'est pour des questions d'absorption, ce qui est un peu plus complexe à aborder comme ça, là, dans cette interview. Et on peut aussi décider de prendre une fois tous les 15 jours, voire tous les mois, et là, on prend 5000. Donc, effectivement, on peut être amené à un peu voir qu'est-ce qui est le plus simple pour nous, par exemple, pour se supplémenter. Au niveau du calcium, on considère que grosso modo, alors souvent les besoins chez l'adulte sont établis autour de 1000 mg. Les besoins peuvent être un petit peu diminués quand on végétalise son alimentation. C'est ce que l'OMS appelle le paradoxe du calcium. On a besoin d'un peu moins de calcium quand on consomme moins de protéines animales et moins de sel. Et c'est les recommandations plutôt d'ailleurs qu'on trouve en Grande-Bretagne qui sont plutôt autour de 700. Et effectivement, dans les études, on montre qu'à partir de ce dosage-là, il n'y a pas vraiment de problème chez les personnes qui ont végétalisé leur alimentation. Voilà, c'est les points un petit peu qu'on peut avoir en tête. Il faut aussi retenir, surtout pour les femmes de plus de 50 ans, qu'il y a un risque d'ostéoporose. Donc les personnes qui ont une alimentation végétale, il faut bien se dire que on fait attention à la vitamine D, on fait attention au calcium et surtout on fait des sports à impact. Donc c'est-à-dire que on fait course à pied, renforcement et musculation avec de la charge. Parce que en fait l'os, il aime bien toutes les micro-contraintes qui va permettre de renforcer. Et si on donne pas ces micro-contraintes aussi, l'os, il a tendance à diminuer avec l'âge, ce qui est normal. Et donc, il faut bien insister sur ce point-là parce que, en effet, c'est un facteur de risque qui a été ressorti de l'étude. Qui est remonté dans l'étude. Et donc, c'est quelque chose où il faut porter vraiment de l'attention et le plus tôt possible aussi parce que, malgré tout, trop attendre, c'est plus difficile à rattraper. Toujours. Et ça, on l'a de plus en plus, comme des recommandations de santé publique. On le sait que une des grosses problématiques de notre époque, entre guillemets, il y en a plein, mais à ce niveau-là au moins, c'est notre manque d'activité physique. Et comme vous disiez tout à l'heure pour le muscle, on fait pas du muscle sans contracter un muscle. On fait pas de l'os sans effectivement de l'impact. Ça, on l'a très bien observé par exemple avec les cosmonautes, pour prendre un exemple assez connu. Et on sait bien qu'en apesanteur, du coup, il y a plus ces contraintes-là. Et derrière, ils ont l'obligation de faire des exercices pour récupérer de l'os, pour récupérer de la solidité, en tout cas au niveau de la structure osseuse. Et pareil, on sait bien que nos modes de vie où on passe énormément d'heures à être assis, à être beaucoup plus sédentaire,
à la fois d'un point de vue cardiaque, d'un point de vue musculaire, mais aussi d'un point de vue osseux, ça pose beaucoup de problèmes. Et cette recommandation-là, sur laquelle on peut être un peu plus marqué effectivement pour les femmes végétaliennes, en fait, en vrai, elle est valable pour la population générale. Ouais, c'est vrai, ça s'applique aussi pour la population générale. Moi, ce que je retrouve souvent en consultation, c'est le paradoxe de la fragilité. C'est-à-dire que on va être dans des croyances où la femme ou l'homme, on va lui dire « Attention à tes articulations, n'abîme pas tes articulations, fais pas de contraintes trop importantes, protège ton périnée. » Et puis, quand on va commencer à apercevoir au niveau d'une densitométrie au niveau de l'os, c'est-à-dire de voir un peu la force de ton os, et quand on commence à apercevoir de l'ostéoporose ou de l'ostéopénie, eh ben les recommandations vont complètement changer. C'est pas les recommandations, ils changent pas, mais c'est que on va être à l'opposé de ces croyances-là. On va demander à des gens de faire du sport à impact, des sauts, de la corde à sauter, de la course à pied et de la musculation. Donc c'est pour ça, si les gens peuvent retenir un élément, c'est de se dire que il faut mettre des contraintes au niveau du corps humain, et si on n'utilise pas son corps humain, il a tendance à se dégrader, il a tendance à perdre en densité osseuse, et c'est super important pour vieillir en bonne santé. Alors, j'ai aussi des questions sur l'iode, parce que j'ai entendu pas mal de choses sur cette iode-là et sur le fait que si on a une alimentation plus végétalienne, eh ben on a un risque de ne pas avoir assez d'iode dans le sang et dans le corps. Alors effectivement, ça ressort aussi dans l'étude de l'ANSES, où il y a des points d'attention sur les nutriments, et on voit un petit peu cette divergence. Il faut savoir, premier point, l'iode, à quoi ça sert dans le corps ? Ça sert notamment, principalement, si c'est pas exclusivement, à produire en fait les hormones thyroïdiennes. Ces hormones thyroïdiennes, comme toutes les hormones, elles agissent partout dans le corps et elles sont très importantes. Et effectivement, le risque quand on manque d'iode, c'est que la thyroïde fonctionne moins bien. On a pu observer ce que donnaient des mauvais fonctionnements de la thyroïde. C'est ce qu'on appelle un peu vulgairement entre guillemets, mais les crétins des Alpes. Cette insulte, en fait, elle vient du fait que les personnes qui vivaient dans les Alpes n'avaient pas accès aux produits de la mer, manquaient d'iode. Et du coup, effectivement, ça conduit à des problèmes sur le développement intellectuel, notamment. Et donc, on a, pour lutter contre ça, notamment mis en place l'enrichissement du sel en iode pour lutter contre cette carence-là. Et puis maintenant, avec le développement, on trouve des produits de la mer partout sur le territoire, donc ça pose plus de soucis, entre guillemets. Mais on a il y a quand même beaucoup de points d'attention là-dessus, en sachant que d'ailleurs l'OMS a averti il y a pas très longtemps, notamment en observant la diminution de consommation de lait animal pour du lait végétal, en disant attention, il risque d'avoir un problème à un moment donné au niveau des apports en iode. Pourquoi ? Voilà. Ça, c'est très intéressant. On veut savoir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, parce que je vous parlais des produits de la mer, c'est vrai que assez intuitivement, et avec raison, quand on parle de l'iode, on pense aux produits de la mer. Parce que j'ai pas vu de vache avec des palmes pour l'instant. Non. Alors, ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est qu'à l'heure actuelle, en France en tout cas, le lait est le premier vecteur de l'iode pour les adultes. Alors déjà parce que, même si c'est un mot que j'aime pas beaucoup employer, mais naturellement, il y a de l'iode dans les produits laitiers, c'est-à-dire notamment les vaches qui vont brouter de l'herbe et qui sont en Normandie ou en Bretagne. Il n'y a pas beaucoup en Bretagne, il y a plutôt des porcs, mais c'est un autre débat. Vont avoir effectivement de l'iode. Mais aussi, ce qui se passe, et ça c'est encore un rapport de l'ANSES qui en parle, c'est qu'en fait, le pis des vaches, le matériel de traite, ou quand les vaches se blessent, et ben tout ça, on utilise en fait des produits iodés pour désinfecter, qu'on connaît tous. Et ces produits iodés, en fait, l'iode contenu dedans diffuse dans le lait et vient enrichir les produits laitiers en iode. Et tant et si bien que ça devient le premier apport, effectivement, le premier vecteur de l'iode pour la population adulte en France. Donc effectivement, quand on consomme déjà plus de poissons, plus de produits de la mer, quand on est végétarien, bon, il reste les produits laitiers, on a l'impression que ça suffit, et puis on trouve un peu d'iode un peu ailleurs, en plus petite quantité, mais bon an, mal an, ça va. Mais si on supprime les produits laitiers, ou qu'on les diminue fortement, on se rend compte que l'iode peut devenir un problème. Alors, en sachant qu'ils ont noté aussi dans le rapport une petite discordance sur le fait que, on constate bien que l'apport en iode peut poser problème. Par contre, ils n'ont pas observé dans les études de problème au niveau thyroïdien.
D'accord, donc c'est comme si on retire l'iode pour les personnes qui sont végétaliennes, mais sauf qu'on voit pas d'impact sur la thyroïde. Voilà. Alors on retire pas, parce que comme je disais, il y en a quand même un petit peu partout. Donc, mais on diminue et a priori, on est en dessous des recommandations en termes de consommation. D'accord. Mais on voit pas d'impact sur la thyroïde. Alors j'ai pas étudié le sujet plus en profondeur. J'ai une hypothèse que j'émets tout de même, c'est que la majorité des études sont faites Nord-Amérique, Canada, États-Unis. Et il faut savoir, notamment aux États-Unis, ils ont un rapport avec la supplémentation qui est bien différent de nous. Ils ont beaucoup plus de produits qui sont supplémentés. Et peut-être que c'est ça qui peut expliquer en partie. Pour illustrer un petit peu les propos, en France, si on voudrait avoir nos apports en iode, par exemple sur le sel, faudrait manger 10 grammes de sel iodé par jour. Ne faites pas ça. C'est pas bon. Parce que sinon, on serait au-dessus au niveau de la consommation de sel. De sel, et on sait que la surconsommation de sel, c'est aussi un problème de santé publique. Voilà. Et donc vraiment, faut pas faire ça. Mais c'est pas le cas aux États-Unis, où avec beaucoup moins, avec des quantités tout à fait acceptables, on a nos apports en iode. Et c'est vrai qu'on a des fois des réflexions là-dessus sur la supplémentation, qui pourrait être intéressante aussi pour avoir des apports qui soient satisfaisants. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du slogan très connu, j'en peux plus à la télé, et même ce slogan, il passe tout le temps, et maintenant, il veut plus rien dire. 5 fruits et légumes par jour. Pour moi, c'est important de revenir dessus, parce que c'est un slogan qui est rentré dans la tête des Français, mais maintenant, on le regarde même plus, et c'est même plus important. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment tu l'analyses, toi? Alors déjà, effectivement, on retient souvent 5 fruits et légumes, qui alors, si on reprend la phrase entière, c'est 5 portions de fruits et légumes. Mais ça déjà, d'un coup, on rentre dans un domaine des portions, c'est quoi, comment on l'évalue, et en fait, effectivement, ça fait partie des fois des messages qu'on entend tellement qu'on n'entend plus. Mais ça reste quand même très important. On sait que la publicité, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, ça a un impact quelque part dans nos consommations. Et puis scientifiquement, en fait, encore une fois, c'est d'une validité très importante. C'est pour ça. Hein. Oui, c'est pas aussi un message qui est fait par hasard. Hein. C'est-à-dire vraiment, on aimerait inciter les gens à manger plus de fruits et légumes. On sait que c'est plus compliqué que ça. Et notamment, par exemple, on a constaté que, par exemple, les promotions en supermarché concernent très rarement les fruits et légumes. Donc déjà, parce qu'il y a un impact effectivement et dont on parle de plus en plus actuellement avec l'inflation, qui est le coût de l'alimentation. L'alimentation de qualité devient des fois plus difficile, hein, effectivement. On a eu aussi des campagnes incitatives où on proposait on donnait à des personnes des bons d'achat pour des fruits et légumes et de facto on voit que ça marche. En fait, que le problème c'est aussi de pouvoir acheter des produits de qualité et du coup c'est très important aussi de réfléchir à l'environnement en fait alimentaire, et c'est là où on revient sur la force des lobbies. Quand on voit qu'il a fallu autant d'années pour valider le Nutri-Score, qui est même pas encore obligatoire, on se dit qu'alors pareil, encore une fois, un outil de santé publique dont on a démontré l'intérêt. Ce qu'on dit souvent, c'est de se dire, toujours poser la question de s'il n'y avait pas le Nutri-Score, qui en serait content, et notamment c'est pour ça que certaines marques très connues ne l'acceptent pas, et notamment une bonne marque de pâte à tartiner qui ne l'accepte pas. Effectivement, ouais. Et donc tu parlais des portions. C'est 80 grammes de fruits et légumes, ça correspond à quoi? À la paume de la main? Souvent on donne ce type de point de repère effectivement qui peut être intéressant. C'est quand même beaucoup. 4-5 grammes en paume de main à manger par jour. Par jour, effectivement. Alors, vraiment, après, souvent on considère, parce qu'on parlait à un moment donné, par exemple, de point de repère, que la moitié de l'assiette devrait être des légumes, par exemple. Et ça, c'est une limite maximale? C'est alors, une limite minimale? On n'a pas trouvé de limite maximale, en fait. Pas trouvé de limite maximale. L'intérêt des fruits et légumes, c'est vraiment pour les minéraux, les fibres. Après, effectivement, c'est souvent plus pauvre en protéines, par exemple. Il faut quand même un apport en protéines dans l'assiette. Et pour reprendre un exemple par exemple, de lobbying, le Canada, ils ont mis à jour leur guide alimentaire en 2019. Ils ont fait un truc vraiment, entre guillemets, je dis incroyable, car alors ça devrait peut-être être la règle, mais ils ont décidé de faire ce guide alimentaire sans tenir compte des éléments issus de l'agro-industrie. Autant dire que ils ont pas, ça n'a pas été simple. Formulé comme ça n'a pas été simple. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on obtient dans le guide alimentaire canadien? Première source de quoi? Il y a plus de, par exemple, il y a plus de catégorie produits laitiers dans le guide alimentaire canadien. Voilà, parce qu'on a considéré que c'était pas utile que ça soit une catégorie à part.
Donc voilà, ils continuent, hein, ils disent pas attention, faut pas manger de produits laitiers. Non, ils continuent à l'intégrer. Mais en fait, ils l'ont intégré dans ce qu'on appelle donc le groupe protéines. Mais le premier aliment qu'ils ont mis dans le groupe protéines, c'est les légumineuses. D'accord. Ils ont mis vraiment les légumineuses en premier. C'est dingue, ça. Hein. Ouais, c'est là où on voit vraiment, en termes de santé publique. Mais c'est très difficile de faire sans, de composer sans ces consensus qu'on signe à la fin. Il y a du lobbying et ça, on le sait. Ça, c'est une évidence. Toi, est-ce que tu as des conseils simples, on va revenir à ça, pour végétaliser son assiette? Est-ce que se fixer une journée dans la semaine où on ne mange pas de viande, est-ce que se fixer des défis? Comment tu pourrais voir ça? Alors ça, effectivement, là, quand on rentre dans quelque chose d'individuel, ça va vraiment dépendre de chaque personne est un peu différente. Il y a des gens qui aiment bien les défis. Ok, allons-y sur des défis. C'est quoi comme défi, par exemple, que tu peux... Par exemple, c'est de faire effectivement une journée par semaine, par exemple, ou à tel moment. À tel moment, hop, je le mets comme ça. Ou là, j'invite des amis. Je me lance le défi de leur faire un truc sans qu'il soit végétalisé. Et là, le petit conseil que je donnerais, c'est d'ailleurs sans le dire. Parce que, alors ça, c'est aussi un truc qui est intéressant. Encore une fois, on parle de l'identité. Hein. Mais les études ont montré, par exemple, que si on dit d'un plat qu'il est bon pour le climat, ou si on dit d'un plat que c'est un plat végétarien, qu'alors c'est le même plat, il va pas être choisi pareil. Pourquoi? Mais parce que vraiment, il y a ce côté identitaire et où les personnes vont dire, mais je vais pas prendre un plat végétarien, je suis pas végétarien. Et alors, un plat bon pour le climat, on va se dire, oui, le climat, ça me concerne. Et ça, c'est hyper intéressant aussi de se rendre compte du poids des mots. Et des fois, on s'est notamment rendu compte que, le fait de pas forcément mettre l'étiquette dessus, et finalement, ça va beaucoup mieux. Et ça peut être par exemple ce genre de défi-là, quoi, qui peut être intéressant. Après, souvent, ce qu'on dit dans les objectifs, et c'est là où on retourne sur quelque chose d'assez individuel. J'aime bien. C'est pas moi qui l'ai inventé, loin de là. Mais il y a un acronyme qu'on aime bien qui s'appelle l'acronyme SMART. Et en fait, on dit qui indique que pour faire un changement, il faut déjà qu'il soit spécifique. C'est-à-dire dire, par exemple, je vais végétaliser mon alimentation. C'est bien, mais concrètement, quoi. Ça manque un peu de concret. De voir, en fait, ce qu'on pourrait mesurer. C'est-à-dire, pareil, je dis, tel repas, par exemple, une fois par semaine, je le végétalise, c'est quelque chose, on sait rapidement si on l'a fait ou pas. Je veux dire, on se pose pas des grandes questions. De se dire, est-ce qu'on est capable de le faire? Là, pour le coup, j'emploie souvent l'exemple de la course à pied. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de courir, si je lui dis, c'est important de courir pour être en bonne santé. Donc là, maintenant, vous mettez vos baskets et puis ça y est, on est parti. On part pour 21 km. Vous allez voir, c'est super. La personne, qu'est-ce qui va se passer? Où elle va y arriver, et je vais être un peu énervé parce que moi je m'entraîne beaucoup pour courir, et donc voilà, si elle n'a pas d'entraînement, ça va peut-être m'énerver un peu, mais globalement ce qui risque surtout de se passer, c'est qu'elle va pas y arriver, et elle va se dire, mais de toute manière ça sert à rien que je m'y mette, j'y arrive pas. Et ça, il y a rien de tel pour se décourager, et un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur si on a des problèmes un peu digestifs, on va se dire, mais non, végétaliser l'alimentation c'est pas pour moi. C'est peut-être pas que c'est peut-être qu'on allait trop vite, en fait. Et c'est là où se mettre effectivement des objectifs qui nous semblent atteignables. Et ça va être individuel. Il y a des gens qui vont dire, l'objectif atteignable, je me fais le Veganuary, quoi. C'est-à-dire, je fais le mois de janvier 100% végétal. Et ils vont se dire, ça, je peux l'atteindre. Parce que certains marchent avec des défis, certains... Voilà. Mais en tout cas, on est toujours gagnant à végétaliser plus son assiette. On sait que 5 fruits et légumes par jour, c'est une limite minimale et pas maximale. Et que derrière... en rajoutant des légumes dans son assiette, on sera forcément gagnant à la fin de la journée pour sa santé, pour améliorer sa santé. Et toi, qu'est-ce que tu as changé récemment dans ta vie pour améliorer ta santé, toi, personnellement? Ça m'intéresse. Alimentation ou autre, hein? Alors, des choses que j'ai changées dans ma vie pour ma santé, je suis arrivé à mieux, justement, on parlait de courir, je suis arrivé à mieux l'instaurer. C'est-à-dire à vraiment en fait définir des moments dans la journée fixés dans ma semaine. Là, je vais courir à ce moment-là et il y a rien d'autre qui vient prendre la place. Et c'est quand, par exemple? Moi, c'est typiquement le lundi soir, vendredi soir et le dimanche matin. Bon, très bien. Et à un moment donné, en fait, je m'étais rendu compte, par exemple, que ça faisait longtemps que je voulais le faire, mais à chaque fois, j'ai mieux à faire entre guillemets. Je me dis, je le ferai demain parce que là, ce soir, ça m'arrange pas, mais demain, ça ira mieux. Tous ces trucs qu'on se dit, là-dessus, pas différent, hein. On est beaucoup à fonctionner comme ça, on va dire. Et en fait, ce que j'ai fini par faire, c'est que je me suis rendu compte que, par contre, moi, un truc qui est marqué dans mon agenda, c'est important pour moi.
Et ben du coup, je me suis inscrit dans l'agenda. Et comme ça, en fait, je lui ai donné l'importance que je voulais aussi qu'il ait. Alors, j'ai la possibilité de les faire et j'ai pu le faire. Hein. Encore une fois, c'est là où des fois, c'est le risque un peu des fois dans de rentrer dans des injonctions un peu culpabilisantes, de dire ah oui mais j'y arrive pas. En fait, il n'y a pas de minimal. Pareil, l'important, ce qui est vraiment important, c'est la direction qu'on prend. C'est pour ça des fois, si au début, ça doit être. Je vais prendre un exemple. Dans une restauration collective de Montpellier, eux, ils ont commencé à végétaliser la restauration collective en 2015. Suite, en fait, ils ont fait une animation pour les enfants en montrant en fait l'impact de l'alimentation sur le climat. Et les enfants ont dit ah oui, mais là, il faut qu'on végétalise l'alimentation. Ils ont commencé par un repas tous les 3 mois. Et voilà, un repas tous les 3 mois. Mais c'est déjà très bien. Et c'est déjà très bien. Et maintenant, il y a une alternative quotidienne végétarienne. Même il y a 2 repas par semaine végétariens. Et même une fois toutes les 2 semaines, il y a un repas végétalien. Donc voilà, ils sont en fait, ils ont pas attendu la loi, et ils ont commencé on pourrait se dire au début très petit. Je veux dire, un repas végétarien tous les 3 mois, ça apparaît pas grand chose. Et il n'empêche que de commencer par là, et après on avance quoi. Eh ben écoute, merci beaucoup Sébastien pour ta nuance et la compréhension donc de cette étude. Je te remercie beaucoup d'être venu ici. Merci également de m'avoir invité. Un grand plaisir.